Alors bonjour à tous. Voilà, petite introduction qu'on va essayer de faire assez rapide, mais qui est quand même assez importante. Donc merci d'être venu, ça nous fait très plaisir avec Thomas de vous présenter cette conférence. On la présente avec Neoma Alumni et notamment le club entrepreneur. Donc on organise des événements avec le club sur le thème de l'entrepreneuriat et tous les sujets connexes. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps le site Neoma Alumni pour être au courant des prochains événements. Alors Thomas, je te laisse te présenter rapidement. Oui, tout à fait. Moi, je suis encore étudiant à Neoma. J'étais à l'incubateur de l'école notamment et fondateur également de Sofar de mon côté pour mon goût entrepreneurial. Et depuis un petit peu moins d'un an, j'anime le club entrepreneur à travers différentes thématiques, d'événements. Pour le moment, beaucoup en distanciel, mais on y croit, ça va revenir très rapidement en présentiel. Ouais, tout à fait. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis PGE Reims 2021, tout juste diplômé. Donc je suis en ce moment incubateur de Paris pour mon entreprise. Je fais du copywriting pour les entreprises tech et NFT, donc je les aide à augmenter leur taux de conversion en écrivant des landing pages persuasives. Alors aujourd'hui on va parler propriété intellectuelle, on va parler brevet. Il y a beaucoup de questions autour du sujet. Combien coûte un brevet? Est-ce qu'on doit déposer dans tous les pays? Comment protéger son invention? C'est les choses dont on va parler aujourd'hui. Je te laisse la main, Thomas. Ouais, tout à fait. Alors pour ça, on a deux intervenants de qualité aujourd'hui que je remercie encore pour leur présence et la qualité de l'intervention qu'ils vont vous faire parce que nous, avec Valentin, on a eu le privilège d'en avoir un avant-goût il y a quelques semaines. Alors tout d'abord, Marie-Michel Vassiliou, qui est ingénieure, docteur en sciences physiques. Elle incarne la curiosité. Vraiment, elle aime travailler sur plein de sujets en même temps, alors que ce soit les sujets techniques ou les sujets de soft skills, mais vous le verrez bien à travers son intervention. Elle a deux entreprises, dont une, IP Life, qu'elle a cofondée en 2009, avec deux associés, dont Francis Pinault, ici présent également. Et elle enseigne en parallèle à Neoma Business School depuis 4 ans la stratégie, le management de l'innovation et le management international et l'entrepreneuriat, bien sûr, au sein du MSI Entrepreneuriat et Innovation. Pour sa part, Francis Pinault, donc, que je viens d'évoquer précédemment, est ingénieur et serial entrepreneur, comme on peut dire, parce qu'il a une expérience de 40 ans dans les activités de télécom et sur les applications multimédia, qui incluent la gestion, le développement et puis la définition de produits. Et il est impliqué dans l'activité de propriété intellectuelle depuis un petit moment maintenant, en 1991. C'est dire si l'intervention va être riche en exemples et en expériences. Et il a notamment dirigé les activités de licensing pour Alcatel-Lucent, qui est devenu Nokia, en expertise, contrat, recherche de contrefaçon, inventeur et responsable d'activité. Voilà, il est fondateur, entre autres, de la société IP Life avec Marie-Michel. Et il accompagne également des créateurs d'entreprises. Alors, pendant une petite heure et demie maintenant, ils vont vous présenter différents types de protection industrielle, des stratégies de dépôt, des coûts, des méthodes, et puis avec dans plein d'exemples. Alors, on commence par définir dans une première partie de conférence les brevets. Alors, vous verrez qu'il y a 3 types de brevets, invention, marque, modèle, etc. Vous saurez plein de choses. Ensuite, on parlera plutôt stratégie de brevet, parce qu'il faut une réelle stratégie de brevet quand on est entrepreneur, qu'on décide d'en faire ou qu'on décide de ne pas en déposer. Et puis enfin, on verra aussi quand est-ce qu'il faut ne pas breveter, parce qu'après tout, c'est pas un automatisme et c'est pas toujours pertinent dans son entreprise que de breveter. Et puis on pourra évoquer enfin les enjeux du brevet dans les nouvelles technologies à travers des exemples assez concrets et approfondis. À la fin, évidemment, on prendra toutes vos questions que vous pouvez soit poser à la fin de la session, soit au fur et à mesure de la session. Alors, s'il vous plaît, préférez peut-être poser la question non pas dans l'espace discussion de Zoom, mais plutôt dans l'espace Q&R, ce qui nous permet, nous, ensuite, avec Valentin, de pouvoir traiter les questions qui ont été répondues ou pas encore répondues. Voilà, n'hésitez pas à le faire tout au long du sujet quand elles vous viennent à l'esprit. On n'hésitera pas à faire même une petite coupure s'il y en a beaucoup entre deux parties. Écoutez, je pense, Valentin, qu'on a à peu près tout dit et je pense qu'on peut maintenant passer la parole, après avoir coupé nos micros, à Francis et Marie-Michel. Je commence. En fait, je vais juste prendre la main une seconde parce que Francis c'est le monsieur spécialiste des brevets, donc je vais lui laisser la main. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est que vous posiez effectivement vos questions, comme ça on les prend.
au fur et à mesure. Et donc, du coup, effectivement, on pourra y répondre au fur et à mesure, puisque c'est censé être interactif. Et moi, ma première question que j'aimerais poser à tous ceux que je ne vois pas, je vois juste le nombre, est-ce que certains d'entre vous ont déjà déposé des brevets? Comme ça permet de valider le QRR, le Q, question-réponse, Q&A. Alors, est-ce que moi je vois du coup? Alors, à savoir que là, pour répondre simplement, on peut même mettre des messages dans la discussion. Hein. Les QNR, c'est vraiment une question. J'en profite pendant que j'ai la parole. Toute dernière chose que j'ai oubliée, sachez que le replay sera disponible sur les vidéothèques de Neoma Alumni pour tous les adhérents. Voilà. Ok, merci Ariane. Oriane, pardon, pas encore. Alors, est-ce que quelqu'un en a déjà posé? Marco, non? D'accord. Ok, donc si je pars sur un échantillonnage de 2, la réponse est non. Ok, ben voilà, très bien, vous allez tout savoir. Francis, je te laisse prendre la parole. Pas encore pour ma part aussi. Merci Baptiste. Hey, hello Baptiste. Donc voilà, Francis, je te laisse prendre la parole. Merci et merci de nous accueillir effectivement pour ce petit scoop et ce petit scope autour de la définition de la propriété industrielle et de ses implications. Donc aujourd'hui, on doit faire une différence entre la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. C'est deux droits différents qui n'obéissent pas aux mêmes règles et on va surtout s'intéresser dans cet exposé à la propriété industrielle qui permet de protéger des inventions, des innovations et surtout des créations. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va essayer de protéger? On essaye de protéger d'abord une solution technique. On a un problème posé, on doit être capable d'exprimer ce problème. Dans toutes vos créations, que ce soit d'entreprise, que ce soit de produits, vous allez être amené à vous poser des questions du style, est-ce que effectivement ce que je vais faire existe déjà? Est-ce qu'il existe déjà un produit concurrent? Est-ce qu'il existe déjà une solution concurrente? Et est-ce que ça fait déjà l'objet de protection? Eh bien, ces questions-là sont essentielles et c'est pour ça que dans la définition du brevet tel qu'on l'entend, on essaie de bien caractériser la nouveauté, l'activité inventive et son application industrielle. Et c'est particulièrement difficile dans les nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que de façon indissociée des nouvelles technologies, on a derrière le logiciel. Le logiciel, c'est la bête noire des examinateurs, des offices européens, des offices de brevets en général, parce que le logiciel, c'est quelque chose qui finalement ne répond pas véritablement à la définition d'une solution technique, au sens qu'une programmation, c'est d'abord la machine qui exécute son logiciel, et finalement, il y a plusieurs manières de programmer la solution avec du logiciel et d'arriver au même résultat. Du coup, les ingénieurs brevets en général qui sont chargés des examens ont une difficulté à qualifier une solution purement logicielle d'invention. C'est pour ça qu'on s'attachera à faire cette distinction entre les logiciels d'application qui mettent en œuvre du logiciel sur des machines et les solutions d'architecture qui comprennent évidemment des moyens qui peuvent être du logiciel. Tout ça paraît assez verbieux, c'est du verbage et c'est assez difficile à expliquer, mais en réalité, vous verrez plus loin que c'est essentiel dans la manière dont on va rédiger éventuellement une demande de brevet. Alors, il faut savoir que la manière dont une demande de brevet est considérée n'est pas la même suivant les pays. Exemple, en Europe, on essaye de toujours breveter des solutions techniques. Aux États-Unis, on admet dans une certaine mesure de breveter des solutions de procédés, c'est-à-dire qu'un procédé industriel qui comprend différentes étapes innovantes va pouvoir être breveté. En Europe, on considère que c'est la succession d'étapes qui permettent d'aboutir à un résultat nouveau n'est pas forcément brevetable. D'où la difficulté de faire cette différence pour la stratégie qui va conduire à déposer ou non une demande de brevet. Alors, on peut citer quelque chose qui fait écho
au dernier développement de notre pandémie, sur le fait que, effectivement, les tribunaux, par exemple, reconnaissent qu'un médicament peut être déposé, au sens où c'est une solution technique qui répond à un problème posé et qui permet de soigner une maladie. Et c'est pour ça que vous connaissez évidemment la bataille qu'il y a autour des brevets sur les médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme protection industrielle? On va pouvoir déposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un brevet, mais on peut aussi protéger des marques ou protéger un modèle. Donc, quand on dépose un modèle ou quand on dépose une marque, on a la notion de dessin ou la notion de finalement ce qui peut ressembler à une œuvre d'art. Et donc, on a un petit recouvrement avec ce que j'appelle la propriété purement artistique, puisque un ouvrage d'art ou un objet, ça peut être considéré comme une œuvre artistique. Donc, les tribunaux font cette différence et même le Conseil européen a bien signifié que quelqu'un qui crée une œuvre, finalement, pouvait se voir attribuer des droits d'auteur, des droits artistiques. D'où la difficulté dans l'industrie de considérer si on va créer une œuvre, et même si elle est technologique, et si elle relève du droit d'auteur ou si elle relève du droit d'une marque ou d'un modèle. Alors évidemment, tout le monde connaît les batailles qui opposent les marques et les protections des contrefaçons. J'en citerai une, par exemple, celle de Vuitton et du groupe LVMH qui s'est attaqué au distributeur d'offres qui est eBay. eBay avait évidemment diffusé sur ses offres en ligne un certain nombre de contrefaçons. Bien entendu, eBay considérait qu'il n'était qu'un site de mise en relation, mais LVMH ne l'entendait pas de la même oreille. Ils ont donc attaqué en 2006, ils ont attaqué eBay en essayant de les faire condamner à quelque chose comme 37 millions de dommages et intérêts. Et donc, c'était des sommes très, très importantes parce qu'ils considéraient qu'eBay était un vecteur de diffusion finalement de la contrefaçon et qu'ils en étaient d'une certaine manière complices. Donc, on voit bien qu'on peut avoir des très grosses affaires qui concernent la protection des marques. Pour la petite histoire, effectivement, cette affaire a été jugée, eBay a été condamné dans un premier temps, puis en appel, sa peine a été réduite de 38 millions à un peu moins de 6 millions, et finalement, l'affaire a été cassée, donc on repartait devant les tribunaux. Mais là, évidemment, intervient la négociation et donc LVMH et eBay ont trouvé un accord et c'est un accord qui permet de mettre en place finalement, pour les deux parties, des solutions permettant de détecter en ligne les contrefaçons. Et c'est finalement la solution bien souvent qui est intelligente, c'est plutôt d'aller à l'affrontement, d'essayer d'aller dans la négociation et dans la solution mutuelle pour résoudre un problème qui concerne la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Donc, indépendamment de ces protections de marque et modèle, on va surtout s'intéresser à la protection par brevet dans la mesure où celui-ci est plus proche en général des problématiques des créateurs d'entreprises ou des créateurs de produits qui essayent d'innover pour amener des produits ou des solutions sur un marché nouveau ou sur un marché existant d'ailleurs, mais dans le but d'installer leur propre part de marché. Du coup, se pose la véritable question de la protection de son innovation. Évidemment, on va essayer de ne pas oublier qu'un brevet, c'est une contribution à la science. C'est-à-dire que si on a fait toute cette organisation de dépôt de brevets, c'était d'abord, historiquement, dans l'idée de constituer une bibliothèque accessible qui permettait à l'ensemble des scientifiques d'améliorer leurs connaissances. Alors, c'est très curieux d'entendre ça, puisqu'on a toujours l'impression que les brevets sont là
pour empêcher les autres de développer des produits concurrents ou pour garantir ses droits et essayer d'obtenir des réparations dans le cas où un concurrent fait la même chose. Eh bien, il faut ne jamais oublier que effectivement, ces brevets sont normalement faits pour contribuer au savoir universel. Du coup, ça rejoint l'idée de base qui est de dire que quand on détient un brevet, la solution n'est pas forcément d'attaquer un concurrent qui essaierait de promouvoir un produit similaire ou emploierait la solution qui est brevetée, mais bien d'essayer de négocier avec lui. Et la plupart des gens qui détiennent des portefeuilles de brevets, qui peuvent être extrêmement conséquents, s'attachent à d'abord, et les tribunaux d'ailleurs exigent cette étape avant toute chose, s'attachent à essayer de négocier auprès du soupçon d'utilisation d'une solution brevetée. Ils essayent d'obtenir une négociation et par la création de licences, et le concurrent va être licencié avec l'obligation de verser une compensation à celui qui détient les droits. Donc, on appelle ça la perception de royalties. Et donc, les grands détenteurs de portefeuilles de brevets n'arrêtent pas de négocier leur portefeuille l'un avec l'autre et d'essayer de juger le parfait équilibre entre les deux portefeuilles de brevets et de compenser si éventuellement sur une technologie ou sur une famille de produits, il y a un avantage à un portefeuille par rapport à un autre. Donc, ne pas oublier que quand vous voyez dans la presse des grandes luttes entre Microsoft, Apple, Samsung, etc., c'est souvent des effets de communication et qui ressemblent un peu à de la publicité ou de la communication pour un peu comme en politique pour asseoir sa force, mais qu'en réalité, les grandes négociations d'échange de licences et d'échange de brevets se font de manière extrêmement courtoise et en dehors du multimédia et des médias en général. Et tu es d'accord que si on n'avait pas eu toutes ces négociations pour tout ce qui est le téléphone GSM, il ne serait rien passé, on est d'accord? Exactement. Le GSM est justement un très très bon exemple puisque quand les réseaux cellulaires ont été développés, et évidemment nous avons fait partie de cette aventure, principalement dans le développement des premières solutions et qui ont permis d'internationaliser la solution, il a été essentiel que la politique de brevet au sein même de la normalisation soit prise en compte. Donc, très, très rapidement, on est arrivé à définir ce qu'on appelle une notion de brevet essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un brevet essentiel? C'est justement un brevet qui est incontournable quand on essaie d'appliquer une norme. Donc, imaginez la puissance de quelqu'un qui détient un brevet essentiel et donc qui s'applique à une nouvelle norme, sachant que tous les produits devront obligatoirement se conformer à cette norme. Du coup, évidemment, les participants que nous étions ont réclamé que même si les gens déclaraient des brevets comme étant des brevets essentiels, c'est-à-dire incontournables à l'application de la norme, les conditions d'obtention des licences de celui qui détenait cette fonctionnalité et cette solution devaient être ce qu'on appelle fair and reasonable, c'est-à-dire on devait privilégier des montants extrêmement faibles pour permettre le développement de la technologie et le développement de la solution. C'est pour ça que dans le cadre des réseaux mobiles, on était parti pour faire une solution purement européenne et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a réussi à faire une solution mondiale. Et une des clés de ce succès, ça a été effectivement de, entre guillemets, traiter la problématique de la détention des brevets essentiels et notre capacité à trouver des conditions extrêmement favorables pour développer cette technologie. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les principaux pays qui déposent des brevets sont la Chine, derrière les États-Unis qui restent toujours extrêmement présents en termes de nombre de demandes de brevets déposées, et derrière aussi le Japon.
Bien plus loin la Corée, parce que la Corée a une très très grosse activité, notamment dans le domaine évidemment de l'électronique grand public. Et puis évidemment derrière, on trouve la vieille Europe avec l'Allemagne, la France, et puis évidemment les autres pays comme l'Angleterre, la Suisse et la Suède. Voilà, donc ça c'est pour expliquer un peu que la Chine, par exemple, dont on a souvent placé, je dirais, l'absence de règles ou une espèce de compétition forcenée dans la manière de réaliser des produits, en fait, se conforme parfaitement au droit des brevets. Et d'ailleurs, le droit des brevets de la Chine est assez similaire, il est même copié sur le droit des brevets européens. Donc aujourd'hui, ça va être une des conditions, enfin, ça va être une des questions qu'il faut se poser, c'est dans quel pays on va demander cette protection et donc dans quel pays on va essayer de faire cette demande de brevet. J'y reviendrai plus tard parce qu'il y a effectivement des conséquences sur les coûts associés éventuellement à ces demandes de brevet et donc les questions qu'il faut se poser pour asseoir une bonne stratégie en termes de dépôt de brevet. Alors, quel est le bénéfice d'obtention d'une délivrance d'un brevet? Alors d'abord, il faut se rappeler que ce n'est pas parce qu'on va demander un brevet qu'on va l'obtenir. La procédure qui va permettre d'obtenir la délivrance d'un brevet peut être relativement longue. En général, le minimum c'est 3 ans, le maximum une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire une demande de brevet qu'on est pour autant sûr d'obtenir ce brevet. Mais le premier bénéfice, c'est quand même de prendre date. C'est-à-dire que le jour où vous êtes amené à déposer une demande de brevet, c'est la date à laquelle le dépôt est enregistré qui va faire foi dans tous les échanges futurs autour de la question de la propriété de la solution dont vous avez demandé la protection. Donc, la date de dépôt est essentielle. Pour protéger les inventeurs, justement parce que, comme je l'expliquais, le brevet est une contribution générale à la science, il est évident qu'on va lui accorder une période de secret, c'est-à-dire une période pendant laquelle la demande ne sera pas publiée, ce qui va permettre éventuellement aux déposants de développer ses produits, d'avoir une avance de phase sur le développement des produits et le développement commercial de sa solution. Mais au bout d'un an… Donc, ça veut dire, on n'en parle pas. Quand vous avez une idée, tant que vous ne l'avez pas déposée, vous n'en parlez pas. Il a fallu former des médecins français, etc., et même des ingénieurs qui parlent tout le temps, tellement ils sont contents de partager leurs idées. Quand vous avez une super idée, vous faites signer des NDA, des Non-Disclosure Agreements, mais vous n'en parlez pas. Sinon, tant pis, après, c'est trop tard. Alors voilà, je vais citer d'ailleurs un exemple sur cette problématique de divulgation qui est assez flagrant. Dans le tout début de la construction des téléphones mobiles que vous avez tous dans les mains, on avait un gros problème de gestion d'autonomie et malheureusement ce problème existe toujours, mais pour d'autres raisons. Et donc, on avait un très gros problème. Grosso modo, tout terminal existant ne tenait pas la route plus de quelques heures. Et quand je parle de quelques heures, c'était 2-3 heures dans un format relativement acceptable et déjà les terminaux étaient très gros. Donc, un jour, on a eu une idée, j'ai eu une idée, c'est d'utiliser un quartz de montre, parce que les montres à quartz existaient et qu'elles étaient de très faible consommation. Et j'ai eu cette idée d'utiliser ce quartz de montre permettant d'endormir le téléphone pendant une certaine période et donc d'avoir des périodes de veille assez longues et basées sur un quartz très lent, ce qui permettait d'économiser énormément l'énergie pendant ces phases de veille. Et le problème, c'est que je suis tombé, à l'époque, j'étais débutant dans la manière de déposer ou de protéger mes innovations. Et j'ai eu affaire à des ingénieurs brevets qui ont pointé du doigt le fait qu'une maquette
de ce téléphone avait été diffusée dans un salon à Genève et qu'à partir du moment où cette maquette avait été montrée, même si les circuits n'étaient pas fonctionnels et si on n'avait pas montré ces fonctionnements, eh bien, ça constituait une divulgation. Donc, on a perdu le droit de déposer cette demande de brevet sur quelque chose qui était manifestement un très gros avantage pour le constructeur. Alors aujourd'hui, quels sont les domaines dans lesquels majoritairement les inventions et les innovations existent? Eh bien, en premier, et c'est ça qui est intéressant pour vous, puisque principalement vous allez être engagé dans le développement du numérique et du digital, il faut savoir que effectivement, la majorité des brevets qui sont déposés dans les digital communications, dans le médical, dans évidemment tout ce qui est machine et donc ordinateur et évidemment serveur, et puis aussi les réseaux. Un peu dans le transport, parce qu'avec évidemment l'apparition des solutions électriques au niveau de la voiture, on a énormément de travail et d'innovation fait autour des voitures électriques. Par exemple, toute la gestion in-out de l'électricité d'un véhicule, on est vraiment au balbutiement. Un jour, vous pourrez recharger ou délivrer de l'électricité dans votre maison à partir de votre voiture et pas l'inverse. Éventuellement, vous allez dans les parkings pour pouvoir éventuellement vous faire payer pour l'électricité que vous mettrez en commun dans les parkings publics. Donc, toutes ces solutions-là, on en est au début. Il y a eu énormément déjà de brevets déposés là-dessus, mais on n'en voit pas encore des applications. Et c'est ça qui est intéressant de voir dans les domaines qui sont effectivement, je dirais, les premiers fournisseurs de demandes de brevets, de placer les communications digitales et les communications et les multimédias dans les premières préoccupations. Donc, vous allez normalement, si vous lancez effectivement dans la création d'entreprises basées sur des innovations, vous allez avoir la problématique et vous allez vous poser la problématique de savoir s'il est intéressant de breveter ou pas. Donc, un point qui est intéressant, c'est le fait de… Il y a juste Sylvain Pastor. Je ne sais pas si tu le connais. Tu le connais? Non, ça ne me dit rien. Non, ce n'est pas grave. Qui veut poser une question sur la partie Chine, mais je pense que la partie Chine, on pourra peut-être la tacler ou la gérer après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Valentin ou Thomas. Je fais les deux en même temps. On peut déjà répondre à cette question parce que ça rejoint ce qu'on disait. Tu as vu la question? Tu vois la question? Oui. Quand je dis effectivement que la Chine est un des premiers pays qui fait des demandes de dépôt de brevets, c'est surtout pour protéger son marché intérieur. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la Chine dépose des brevets pour se protéger entre fabricants chinois et pas forcément pour se protéger des fabricants étrangers. Et donc, c'est important de comprendre que le marché chinois intérieur est suffisamment et autosuffisant pour nécessiter cette protection intérieure. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de brevets qui sont déposés en Chine qui ne sont pas forcément déposés aux US ou déposés en Europe. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec le domaine de la contrefaçon qui était évoqué par notre intervenant. Donc, un point important, quand on fait une demande de brevet, à quoi ça sert et qui peut être intéressé? Alors, on a des investisseurs. Parce que quand vous allez créer vos entreprises, vous créez vos produits, vous allez avoir besoin d'investissement. Aujourd'hui, on a plusieurs types d'investisseurs, les gens qui font du love money, les business angels et les fonds d'investissement. Chacun de ces investisseurs est intéressé par le fait que vous ayez une demande de brevet sur une solution qui a été déposée. Parce que c'est quelque chose de rassurant. Il y a une valeur dans le fait de déposer un brevet. Il y a une valeur parce que on sait qu'à cette demande de brevet, si plus tard on obtient effectivement un brevet délivré, il y a une vraie valeur qui est attachée et on va pouvoir la commercialiser.
Et on verra les différentes façons de commercialiser cette valeur. Alors, ce qui est important, comme le disait Marie-Michel évidemment tout à l'heure, c'est le secret. Alors, quand on connaît des rapports avec ses investisseurs, avec ses clients, ses sous-traitants, ses fournisseurs, la plus grosse difficulté, c'est de tenir sa langue et d'éviter d'exposer, surtout en détail, les clés de sa solution. Donc, pour ça, je pense qu'il faut avoir évidemment à l'esprit de signer systématiquement, de faire signer systématiquement un NDA, que ce soit avec des investisseurs potentiels, avec des sous-traitants, des fournisseurs et encore aussi également avec des clients, parce que quelque part, c'est le minimum de la protection dont vous pouvez vous entourer quand le brevet n'a pas été déposé et quand vous hésitez à vous lancer dans cette aventure. Donc, soyez très sérieux sur la manière de protéger vos premiers échanges sur la description de votre solution. Une des manières également de se protéger de ce point de vue-là, c'est de diviser pour régner. C'est-à-dire que quand on réalise un produit, on n'est pas obligé de décrire l'ensemble de la solution à tous les sous-traitants ou tous les fournisseurs. On peut compartimenter la réalisation des éléments de façon à ce que l'assemblage reste secret, entre guillemets, et l'objectif final également. Donc ça, c'est une des solutions. Ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Oui, et puis en plus, moi, ce que je veux dire, c'est effectivement, je suis dans l'entrepreneuriat et puis il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de jeunes. Et en fait, c'est de leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes jeune. J'ai tendance à dire mentalement, quand vous commencez à lancer une idée, bah, vous êtes déjà un entrepreneur, vous n'êtes plus étudiant. Donc, je ne sais pas s'il y a des étudiants, je ne sais pas qui est en ligne. En revanche, plus vous êtes jeune, plus vous devez paraître sérieux. Pour paraître sérieux, c'est quand vous êtes capable de dire à quelqu'un « Ah non, je vais vous faire signer un NDA ». Je sais que potentiellement, vous dites « Ah ouais, non, mais j'ose pas, etc. » Déjà, sachez que la personne qui est en face de vous, quand elle va vous voir, vous manifester en disant « Bah non, vous signez un NDA », déjà, c'est comme si ce que comment dirais-je, ce dont vous allez parler, il prend tout de suite plus de valeur. C'est comme quand vous dites à quelqu'un oh, « je ne peux pas t'en parler, c'est un secret », ben, tout de suite, d'abord, vous êtes plus curieux, la nature humaine est ainsi faite, et en plus, ça veut dire que vous protégez quelque chose qui a de la valeur. Si vous le dites à tout le monde, du coup, on se dit « bon, ça n'a pas de valeur, tout le monde va le savoir ». Donc, vraiment, j'insiste, NDA, ne dites pas tout, et puis après, voilà. Ne faut-il pas horodater les documents, plus faire signer un NDA ? Oui, alors ça, Francis va en parler. Effectivement, c'est listé, référencé, nommé, bien mettre le document que vous allez donner, comment dirais-je, lister les gens qui sont dans la réunion, garder une trace, faites un compte-rendu dans lequel vous allez pouvoir dire effectivement, nous avons livré, nous avons parlé d'eux, etc. Tu veux compléter, Francis ? Oui, ne pas oublier aussi que vous avez affaire en face de vous éventuellement à des professionnels et des industriels qui sont toujours à la recherche d'innovation et de capacité à enrichir leur portefeuille. Et dans ces professionnels, il y a des cellules qui testent et qui reçoivent les innovations et les innovateurs et les startups et qui sont bienveillantes, et il y en a qui le sont un petit peu moins. Ne pas oublier que, d'une certaine manière, une des voies simples d'espionnage industriel, c'est de recevoir les startups et évidemment de leur expliquer que non, on ne va pas signer un NDA comme ça, on ne va pas signer un document confidentiel, on va d'abord écouter ce que vous allez à dire et puis on verra. Il faut savoir que ça, eh bien, il y a des cellules de veille dans toutes les grandes entreprises qui collectionnent un certain nombre d'informations, qui les recoupent et qui permettent d'alimenter des services de recherche et développement en nouvelles idées ou en solutions qui viennent de l'extérieur. Donc, ne pas avoir peur, comme le dit Marie-Michel, de s'imposer et de dire non, moi je ne peux pas parler si je n'ai pas signé un NDA avec vous. Alors évidemment, il y a un bémol à ça, c'est qu'il faut quand même être rassuré sur la teneur et sur la validité de son innovation. Et ça fait partie des choses qui font partie de la stratégie. C'est-à-dire,
avant même d'aller parler à qui que ce soit, comment je peux qualifier mon innovation? Est-ce que mon innovation, elle est suffisamment disruptive? Est-ce qu'elle est suffisamment intéressante? Est-ce qu'elle peut donner lieu à un marché? Donc, on va aborder un petit peu tous ces aspects-là. Ça rejoint la stratégie de l'innovation, la stratégie qui est associée aux demandes de brevets. Donc, en fait, quand et comment breveter, c'est une des questions majeures. J'aurais tendance à dire le plus tôt possible. Dès qu'on est à peu près rassuré sur la validité de son projet et qu'on sait que derrière, il y a un marché potentiel, il faut être capable de se mettre en ordre de marche pour déposer une demande de brevet. Donc, pour faire cette demande, il y a 6 étapes que je vous demande de mémoriser, 6 étapes à respecter qui permettent d'aller vers le dépôt de la demande de brevet. La première étape, c'est s'assurer de la validité de son innovation. Alors, comment on s'assure d'une validité de son innovation? D'abord, on s'adresse à des gens sous couvert toujours de NDA qui ont l'expérience, qui savent comment rechercher l'état de l'art. Je vais en parler un peu plus après, de façon à déterminer si effectivement on a bien affaire à une innovation. Ensuite, on va évaluer son intérêt commercial, parce que on peut inventer quelque chose d'extraordinaire, mais s'il y a aucun débouché commercial ou aucun débouché qui permette de valider un produit et de le commercialiser, on va dépenser de l'argent sans vraiment avoir une application industrielle derrière. Donc ensuite, la troisième étape, c'est déterminer le type de dépôt que l'on veut réaliser et la couverture géographique. Donc j'ai parlé tout à l'heure effectivement des différents pays qui déposent le plus de brevets. Et en général, quand on parle Chine, US et Europe, on couvre quasiment les 3 plus gros marchés de solutions techniques qui donnent lieu à des produits qui sont commercialisés. Et c'est pas étonnant donc de retrouver ces 3 pays-là comme des déposants majeurs actuellement. Évidemment, on voit bien que la Corée, qui est un très très gros fabricant et qui a des sociétés comme Samsung qui sont extrêmement actives, fait partie aussi des bons déposants et notamment dans le domaine des télécoms. Ensuite, la 4e étape, qui n'est pas négligeable, une fois qu'on a déterminé la couverture géographique et le type de dépôt, c'est de trouver les fonds pour pouvoir faire ce dépôt. Parce qu'une invention, déposer une demande de brevet, ça coûte. Et ça coûte pas mal d'argent, donc on reviendra aussi sur les coûts associés à ces demandes de brevet. Ensuite, la 5e étape, c'est développer le texte du dépôt associé au dépôt de la demande. Ça paraît rien, mais voilà, on est finalement dans une forme de rédaction, et cette forme de rédaction, elle obéit à certaines lois et à l'utilisation de certaines compétences pour être sûr que le dépôt de brevet soit conforme à un certain nombre de critères qui vont le rendre acceptable par les offices de dépôt et qui vont permettre d'aller vers le succès, c'est-à-dire la délivrance de la demande. Et ensuite, évidemment, la 6e étape, c'est le dépôt. Donc, qu'est-ce qu'on appelle validité de l'innovation au sens état de l'art? Alors, une des grosses erreurs, je pense que la plus grosse erreur répandue, c'est de penser soi-même que parce qu'on a eu une idée, elle est nouvelle. C'est, je dirais, un petit péché d'orgueil qui est bien sympathique parce que quand on a une idée, on se dit « Ah là, c'est super, ça va me donner vraiment quelque chose, etc. » Donc, il faut être humble, il faut être capable de se dire avant de crier victoire et d'être sûr que j'ai inventé quelque chose d'extraordinaire, il faut que je confronte cette idée à la réalité. Donc là, effectivement, on a les moteurs de recherche qui vont permettre de rechercher des produits, de rechercher éventuellement, s'il n'y a pas sur le sujet, des travaux qui ont été réalisés.
Mais les moteurs de recherche, c'est pas la seule source. Alors, on a les bases de données mondiales de brevets, qui sont une source inépuisable, justement parce que je l'expliquais, c'est une base de données qui consiste à mettre à disposition finalement une connaissance. On a aussi pas mal de moteurs de recherche qui sont spécialisés dans la bibliographie scientifique, notamment par exemple sur les thèses, et qui permettent de rechercher plutôt des documents plutôt que être en aveugle sur un Google ou sur des moteurs de recherche de ce type-là. C'est de chercher spécifiquement, associé à une chaîne de mots particulièrement pertinente sur son niveau d'innovation, s'il n'y a pas eu des thèses, s'il n'y a pas eu des travaux scientifiques qui n'ont pas forcément donné lieu à des produits derrière, mais qui ont été réalisés en amont. Ensuite, alors, je voudrais juste dire un truc. Attends, oui. Juste Francis, tu es d'accord, excuse-moi, tu es d'accord que quand tu dis ça, il faut faire attention parce que sinon, moi, je vois beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, non, mais ça existe déjà. Ah oui, mais non, mais ça existe déjà. » Et si on pense comme ça, en fait, personne ne pense que ce qu'il a en tête peut donner lieu à de l'innovation. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se censurer. C'est la base de la recherche de l'état de l'art. C'est justement pour déterminer la partie même de la solution. Et on n'est pas obligé d'avoir eu l'idée géniale sur l'ensemble de la solution, mais on peut avoir eu l'idée géniale sur une partie de la solution qui en fait finalement sa valeur. Du coup, on revient bien à la notion de valeur associée à l'innovation. Je vous parlerai tout à l'heure d'un cas qui est assez intéressant et qui montre bien cet aspect-là. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la validité de l'innovation, on va parler de son intérêt commercial. À quoi ça sert l'intérêt, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut attirer comme argent, puisque finalement, à un moment donné, il faut valoriser. Donc, effectivement, ne pas oublier que un brevet, une fois qu'il est délivré, il est opposable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir démontrer à quelqu'un que réellement, il est contrefacteur. Et là se pose une question, c'est si effectivement on a une solution technique qui est très innovante, mais qui est très enfouie dans du silicium, ça va être très compliqué de démontrer que un concurrent utilise cette solution. D'où on voit bien que quand effectivement il s'agit d'un brevet essentiel, donc qui fait partie d'une norme, là on n'a pas de problème, on n'a pas de question à se poser. S'il utilise la norme, forcément il utilise le brevet puisque mon brevet couvre la norme. Par contre, s'il s'agit d'autre chose, il va falloir démontrer que le produit concurrent ou que la solution est bien employée. Donc, nous avons, par exemple, dans nos expériences, développé des cellules de reverse engineering de façon à démontrer l'utilisation et la contrefaçon de brevets détenus par des sociétés. Donc, on utilisait, par exemple, des moyens techniques pour rechercher simplement des algorithmes et savoir si ces algorithmes étaient conformes aux spécifications des brevets délivrés. Un exemple qui était amusant, c'est que vous avez tous évidemment un GPS qui est basé sur des produits comme TomTom ou Garmin, et forcément, vous doutez bien qu'on ne stocke pas l'ensemble de la voix à l'intérieur de ces matériels. On refabrique cette voix. Et une des caractéristiques pour refabriquer cette voix, c'est de savoir insérer les silences à l'intérieur de la fabrication d'une phrase. C'est quelque chose qui paraît simple, c'est un petit peu plus complexe, notamment parce qu'il y a des phénomènes d'affaiblissement et de ce qu'on appelle de répulsion, de réponse impulsionnelle de la voix qu'il faut traiter. Eh bien, ces technologies-là faisaient partie de brevets, d'une série de brevets d'ailleurs, et il a fallu développer sur un simple PC des petites analyses sur ces GPS de manière à démontrer qu'ils étaient contrefacteurs. Donc, des fois, ça peut prendre des moyens relativement, ça peut utiliser des moyens relativement simples pour démontrer qu'un algorithme est bien utilisé, comme celui, par exemple, de l'insertion des silences pour recréer les phrases que vous entendez. Voilà. Donc, en conséquence,
on va parler, notamment sur ces aspects-là pour l'intérêt commercial, de la détectabilité. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ma solution, si elle est utilisée par un tiers, est-ce qu'elle sera détectable? Ensuite, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la géographie, est-ce qu'on a intérêt à déposer partout ou pas? Un chiffre intéressant, quand on prend l'Europe, on peut dire que 63% de la population et 70% du PIB de l'Europe est détenu par 5 pays, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. J'associe encore l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, dans cette Europe parce que c'est l'Europe des brevets et que, à mon sens, aujourd'hui en tout cas, on n'a toujours pas détaché la Grande-Bretagne de la gestion des brevets européens. Donc, du coup, on voit bien qu'on n'aura peut-être pas intérêt à déposer dans des pays ou à supporter des coûts supplémentaires pour aller traduire un brevet en Finlande, en finnois ou en suédois. Parce que finalement, on atteint et on adresse une très faible partie du marché si éventuellement notre produit ou notre solution concerne du grand public. Un autre point très important pour décider dans quel pays on va essayer de faire ces dépôts, ce sont les coûts de dépôt. Quand on dépose, par exemple, aux États-Unis, il faut savoir qu'on est obligé de passer par des cabinets d'avocats spécialisés dont les honoraires sont très élevés. Donc, alors que quand on dépose en Europe, on a affaire à des cabinets spécialisés qui sont des cabinets de conseil en propriété industrielle et qui sont majoritairement constitués d'ingénieurs brevets et pas forcément, on n'a pas besoin d'avoir recours à des avocats. Ça fait une différence en termes de coûts supportés. Pour le Japon, la Chine et l'Inde, on aura des coûts qui ne seront pas forcément liés, des coûts importants qui ne seront pas forcément liés au dépôt de brevet lui-même, mais au coût de traduction. Parce qu'on va sans arrêt faire des allers-retours entre les offices de brevets japonais, Chine et Inde, et il va falloir sans arrêt passer par des traducteurs pour n'importe quel échange de documents entre ces offices de brevets et nous-mêmes. Et donc, du coup, on a des coûts qui vont être élevés et liés aux difficultés de traduction. Pour le Brésil, par exemple, et le Mexique, ce sont des pays qui sont souvent sponsorisés, entre guillemets, par les cabinets de propriété industrielle parce qu'ils sont nouveaux, parce que le marché est important, parce que finalement, ils respectent aussi les règles et les usages en matière de brevets. Bon, par contre, on se rend compte, à la pratique, on voit bien que par rapport au licensing et par rapport à la manière dont on peut utiliser la valeur des brevets dans ces pays, ça augmente la couverture géographique, donc ça démontre à un tiers qu'on est vraiment très fort parce qu'on a des brevets, on a déposé au Brésil et au Mexique, mais en réalité, ça n'apporte pas forcément grand-chose. En Australie, c'est une autre question et ça dépend souvent des marchés qui sont visés. Donc, on peut dire que… Francis, je t'interromps si tu veux bien. Il y a Diane qui pose une question qui dit « Je pensais que l'Inde utilisait la langue anglaise ». Alors, évidemment, elle utilise la langue anglaise en termes de documents enregistrés, mais quand on discute avec les ingénieurs brevets, il vaut mieux parler directement dans la langue du pays. C'est une petite subtilité qui impose les traductions quand même. Et juste, excuse-moi de t'interrompre, tu vas parler après ou maintenant sur le fait que si on dépose en Angleterre, rien ne nous empêche de la déposer après dans un autre justement. Donc, c'est pour ça que là, je vais parler de la stratégie par étape et des problématiques d'extension. C'est-à-dire qu'on a intérêt, par exemple, pour nous qui sommes européens, à faire une demande Europe, mais ça pourrait être directement une demande US, mais plutôt de faire une demande Europe. Et puis, il faut savoir qu'on a 12 mois pour décider ou non des extensions qu'on va réaliser. Ce qu'on appelle une extension, c'est la capacité que ce dépôt qui a eu lieu en Europe à une date donnée, donc qui fait foi. On a 12 mois
pour demander son extension dans des pays comme les USA, la Chine, le Japon et l'Australie. Donc, on aura tendance à privilégier une stratégie par étapes, c'est-à-dire faire un dépôt qui va permettre de finalement se rassurer éventuellement sur la valeur de la demande en Europe, puis ensuite aller vers les extensions après 12 mois de temps passé vers les pays qui sont majoritairement porteurs des marchés, c'est-à-dire les US, la Chine ou le Japon encore et l'Australie. Alors, la dernière étape dont j'ai parlé, le développement du texte, c'est important et c'est difficile pour l'inventeur parce que souvent, quand il a son idée, il a décrit un ingénieur brevet qui, lui, va travailler derrière pour rédiger un texte. Une des choses amusantes, c'est que généralement, quand les inventeurs relisent leur texte, ils ont du mal à reconnaître leur invention dans le texte qui a été rédigé par l'ingénieur brevet. Pourquoi? Parce que le langage est finalement des règles extrêmement précises. Tu bugs un peu, sur Francis. la manière de développer de la demande de brevet. Et on a aussi un espèce… Pardon. Tu bugs un peu. Tu as des coupures. Oui, mais j'ai des… T'as perdu, on t'a retrouvé. Ouais, est-ce que vous m'avez retrouvé? Ah, ça m'a l'air mieux là. Ouais. C'est mieux? Ouais, super. Donc voilà, excusez-moi, j'ai peut-être des problèmes techniques, mais je ne pense pas que ce soit chez moi, mais c'est possible. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'ingénieur brevet va écrire dans un langage particulier et si vous n'êtes pas familiarisé avec ce langage, vous allez avoir du mal à reconnaître votre invention. Donc, trouver un bon ingénieur brevet, c'est important parce que lui, il va avoir deux missions. Protéger votre solution, mais protéger aussi le devenir de cette solution, c'est-à-dire essayer d'obtenir une protection la plus large possible. Si je fais, imaginez une solution qui me permet de faire je ne dois pas simplement protéger l'ingénieur brevet, il doit être capable de prévoir cela et de vous aider à avoir la couverture la plus large possible. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ça bug, ça coupe. Drame. Allô, allô? Voilà, c'est bon. De mon côté, en fait, également, j'entends, mais il peut y avoir des phases où c'est un peu ralenti. Voilà. Et on pourra regarder au passage la question posée dans le chat qui n'a pas été posée dans le Q&R, mais qu'il faudra prendre en compte quand même quand vous le souhaiterez. Bien. Vous m'entendez toujours ou pas? Là, c'est bon, c'est revenu. OK. Donc, effectivement, le dialogue entre l'ingénieur brevet et soi-même et l'inventeur va être très, très important pour à la fois être capable d'étendre la portée immédiate de l'invention, prévoir l'avenir, ne pas se limiter trop à des solutions immédiates, mais à ce qui pourrait arriver derrière en termes d'innovation, que ce soit de technologie ou de solutions, et de manière à ce que l'invention puisse finalement obéir à l'évolution des technologies. Un exemple, si on fait aujourd'hui une innovation qui traite des NFT sur une technologie blockchain, et qu'on utilise qu'on utilise par exemple une interface d'intelligence artificielle pour pouvoir décrire notre solution, ben, il faut disposer d'un ingénieur brevet qui connaisse ces technologies, parce que sinon il va avoir énormément de mal à décrire votre invention. D'où l'importance de choisir le bon ingénieur brevet qui connaît les technologies éventuellement qu'on va mettre en œuvre dans les solutions. Donc, c'est d'autant plus vrai qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de mouvements là autour des
des technologies de l'IA, des technologies NFT, blockchain, etc. Et que là, il faut des gens particulièrement pertinents si on veut déposer un brevet dans ce domaine. Alors, Donc, Francis, il y a Diane qui pose une question qui est intéressante. Je ne sais pas pourquoi, mais Diane doit dépendre enfin, c'est intéressant. Le brevet, en fait, son idée, je pense qu'elle est sensible à une protection française. En l'occurrence, elle dit, j'ai dû déposer ma demande en France, d'abord pas en Europe, parce que toutes les demandes passent par la DGA. Donc, du coup, c'est la priorité pays souveraineté, j'imagine. non, on peut directement déposer un brevet européen aujourd'hui. Effectivement, on peut déposer un brevet français et puis ensuite faire la demande européenne, mais on peut directement maintenant faire la demande européenne. Oui, mais là, je pense que Diane, ça traite d'autres choses. Diane, si vous pourriez donner un peu plus d'infos, mais tu vois la question qu'elle a posée? Non, je ne vois pas là. Alors, elle dit, une société française n'a-t-elle pas obligation de déposer en France? Non, elle n'a pas d'obligation, qu'on sache. J'ai dû déposer ma demande en France prioritairement, OK, pas en Europe, car toutes les demandes passent, point d'interrogation, par la DGA. Alors, sauf si votre société, Diane, est sous, comment dirais-je, j'ai oublié comment on dit, vous déposez où vous voulez. Hein. Alors, en fait, que le dépôt, si on est en France, que le dépôt ait lieu en France, ça c'est une évidence, mais ça n'empêche pas que la demande peut être européenne. Aujourd'hui, le droit a été étendu de manière à pouvoir avoir cette option de déposer directement un brevet européen, même si la demande est faite prioritairement, évidemment, en France. Elle est faite en France, mais c'est pour obtenir un brevet européen, pas pour obtenir un brevet que français. Attends, je vérifie juste qu'on a bien répondu à la question. Je suis une société française, je veux déposer en Allemagne et pas en France. Est-ce que j'ai le droit? C'est une bonne question. Prioritairement, non. On aura intérêt à déposer en France d'abord. Oui, mais sans parler, je t'embête là, excuse-moi. C'est un brevet européen. C'est un brevet européen. On n'a aucun intérêt à déposer en Allemagne. Oui, mais attends, je pose la question. Allez, je te titille parce que je n'ai pas la réponse. Donc, si on ne l'a pas, on dirait qu'on ne l'a pas. Mais du coup, la question, c'est, je suis une société française. Est-ce que je suis obligée de le déposer en France? On n'a jamais eu ce cas. On a toujours le cas où la personne demande à déposer France à minima, sinon Europe. Et je ne vois pas pourquoi. Tu vois, est-ce qu'elle passe par la DGA? Les demandes ne passent pas par la DGA. Donc, Diane, elle doit avoir quelque chose de protection sur une société, je ne sais pas, comme, peut-être Airbus ou des sociétés comme ça, sur lesquelles on va exiger d'abord un dépôt en France, puis après examen. Mais si on devait faire abstraction de tout ça, est-ce qu'on pourrait dire une société peut déposer en Allemagne sans passer par la France? Elle passera par un mandataire allemand, bien sûr, il y a toujours possibilité de le faire. La caractéristique de l'inventeur, elle n'est pas liée à un pays. L'inventeur peut être français et on peut effectivement y avoir une demande de brevet en France, en Allemagne. Le problème, c'est de trouver ensuite un mandataire, donc quelqu'un qui va représenter le demandeur la demanderesse au sens du brevet et qui va le représenter en Allemagne. Mais bien sûr, c'est possible. Il n'y a aucune difficulté à ça. Ok, donc je continue sur donc j'en étais au développement du brevet. Maintenant, on va parler un peu des coûts. Donc effectivement, un dépôt Europe aujourd'hui, c'est une affaire qui tourne entre 5 000 et 10 000 euros, avec, pour donner un ordre d'idée, 2 200 euros qui sont uniquement qui sont utilisés pour les taxes de dépôt jusqu'à peu près la procédure d'examen, puisqu'on a effectivement des taxes qui à chaque fois comprennent un certain nombre d'étapes, par exemple jusqu'à la procédure d'examen. Ensuite, il faut savoir que si c'est de l'ordre de 5 à 10 cas en Europe, aux US, il faut compter le double. Parce que, comme on l'a expliqué, on va effectivement passer par des cabinets d'avocats. Ne pas oublier aussi que quand on a effectivement déposé une demande de brevet, même si le brevet n'est pas délivré, on va payer des taxes d'entretien, c'est-à-dire
payer les offices pour qu'ils maintiennent leur base de données, ils maintiennent la capacité d'avoir des échanges avec l'inventeur ou avec le mandataire représentant l'inventeur. Et tout ça, ça coûte un petit peu d'argent chaque année. Donc, il faut savoir que plus le brevet est vieux, c'est-à-dire plus il a de l'antériorité, plus la taxe de maintien est élevée. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est fondamentalement la raison, mais on a une différence fondamentale, par exemple, entre la première annuité qui va coûter quelques dizaines d'euros et au bout de la 20e année, on en est à presque, on compte presque 1000 euros de taxes d'entretien. Donc, on voit la différence, plus le brevet vieillit, plus on paye cher. Donc, ne pas oublier qu'effectivement, une fois qu'on a eu le brevet délivré, on va avoir des coûts d'entretien de ce brevet et qu'il va falloir les assumer. Donc, conclusion, un dépôt de brevet, c'est un coût, c'est un investissement. Donc, il faut s'assurer de disposer de ce financement avant de se lancer. Donc, il y a des aides qui sont proposées. Vous allez sur le site de l'INPI, vous allez voir que effectivement l'INPI propose des solutions pour constituer des demandes d'aide au dépôt de brevet. Un des problèmes qui se pose souvent, c'est que pour constituer ce dossier, souvent on demande un certain nombre de garanties sur la validation de l'idée déposée, et ça peut passer par du paiement de cabinets de conseil spécialisés pour vous donner cette espèce de constitution de dossier qui va permettre d'obtenir l'aide. Autrement dit, une partie de l'aide que vous allez recevoir n'ira pas forcément directement à vous pour payer cette demande de brevet. Alors, il ne faut pas oublier qu'il existe un autre dispositif qui peut être intéressant, c'est le crédit impôt recherche. Et dans cette approche, les coûts, les dépenses qui sont liées aux demandes de brevets sont très bien valorisées dans le dispositif crédit impôt recherche et permettent d'obtenir de façon indirecte donc l'aide de l'État sur ces demandes. Donc, un autre point que je voudrais aborder et qui est important, c'est que vous avez eu une idée, elle est formidable. Vous avez développé un produit, vous allez développer un produit, c'est extraordinaire. Mais si vous pensez que quelqu'un d'autre peut utiliser votre solution technique et donc devenir en quelque sorte un contrefacteur, est-ce que vous-même, en développant ce produit ou en développant cette solution et en mettant ce produit sur le marché, vous n'êtes pas le contrefacteur de quelqu'un d'autre? Donc, il est important de se poser cette question. Si moi, je peux opposer à un tiers un brevet que j'ai déposé, un tiers peut aussi m'opposer un droit sur une autre partie, par exemple, de la solution. C'est ce qu'on appelle la mesure de son exposition. C'est-à-dire que quand je développe une solution, quand je développe un produit, est-ce que je suis exposé aux droits des tiers? Donc, en général, quand j'achète des parties de ma solution toutes faites, ces parties sont en général déjà couvertes par des assurances sur les recours de droits des tiers par les fournisseurs. Donc, je devrais m'attacher auprès des fournisseurs à vérifier que, effectivement, je suis, entre guillemets, franco de droits des tiers. Mais si mon innovation touche quelque chose qui est vraiment disruptif, il peut se produire qu'une partie de mon innovation ait déjà été protégée par un autre brevet d'un concurrent ou sur une solution similaire. Donc, du coup, se poser la question de savoir où sont mes concurrents et quelle est leur valeur. Dans la stratégie brevet, on se pose toujours la question de savoir si je vais quand j'attaque un marché, à qui je vais m'opposer. Si je décide de mettre un nouveau téléphone sur le marché révolutionnaire, mais qui va concurrencer Apple aux États-Unis, n'ayez pas peur, nous aurons forcément une opposition féroce d'Apple pour essayer de vous démontrer que, OK, vous avez le droit de commercialiser ce nouveau produit, mais vous allez passer un petit peu à la caisse
parce que le nombre de brevets qui ont été déposés par Apple sont opposables à votre solution et vont vous obliger à passer par une négociation avec eux de façon à ce que qu'ils soient rétribués sur une partie de vos revenus. Donc, ayons à chaque fois présent à l'esprit que quand je dépose un brevet ou quand dans l'optique de développer une solution ou un produit, il faut que je me pose la question de mon exposition par rapport aux concurrents éventuels sur les marchés sur lesquels je vais me porter. Donc, c'est un petit peu, voilà, je marche sur des plates-bandes, donc il faut que je vérifie que je ne fais pas trop de dégâts. Donc, comment on quantifie cette exposition? Il y a beaucoup de paramètres. La couverture géographique commerciale, les portefeuilles de produits qui peuvent exister, qui sont concurrents, la durée restante éventuellement des brevets des concurrents, leur durée de vie, combien il va rester d'années éventuellement de vie sur ces brevets, puisqu'après ils tombent dans le domaine public, donc là personne ne peut plus rien me demander. La pertinence des revendications, ce qu'on appelle les revendications, les claims, c'est la manière dont le brevet a été rédigé et la pertinence de la détectabilité dans ma solution. Donc, du coup, je vais être obligé de regarder ces aspects-là aussi. La comparaison des chiffres d'affaires. Si j'ai des chiffres d'affaires qui sont disproportionnés, moi, je vais arriver sur un marché, je vais représenter quelques centaines de milliers d'euros. Je suis face à des concurrents qui représentent des centaines de millions d'euros, ils vont pas venir m'embêter au début. Il y a que quand j'aurai une certaine importance que j'ai ce qu'on appelle un risque d'exposition. Du coup, on voit bien que ces risques d'exposition sont surtout, je dirais, mesurés entre grandes sociétés ou grands détenteurs de parts de marché. D'accord ? Ensuite, un des points qui nous reste à traiter, c'est le fait de dire, finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à breveter et est-ce que je peux ne pas breveter? Donc, ne pas dépenser mon argent, ne pas finalement attendre un certain temps avant que mon invention soit protégée. Est-ce qu'il y a une autre solution? Donc, plusieurs possibilités. L'enveloppe solo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe solo? C'est une enveloppe qu'on va déposer principalement en général chez un notaire avec une certaine forme et une certaine, encore une fois, un certain formalisme qui va permettre de protéger l'identification de l'auteur et préserver ses droits d'exploitation future. Ça ne donne pas de protection pour empêcher quelqu'un de développer le même produit, mais ça vous permet, vous, de prendre date et d'être sûr que vous pouvez développer votre produit en ayant eu la liberté d'exploitation parce que vous avez développé vous avez déposé cette enveloppe solo. C'est-à-dire que si un jour un tiers vient vous voir en disant « mais attendez, vous développez quelque chose qui est exactement ma solution », vous pouvez, et que vous voyez qu'il a développé sa solution postérieurement au dépôt de votre enveloppe solo, elle est opposable. Vous pouvez lui montrer que vous avez pris toutes les garanties pour montrer que votre idée, elle était antérieure à la sienne et que vous aviez la primeur. Donc, vous avez le droit de commercialiser votre produit. Donc, ça, c'est la première solution, l'enveloppe solo. La deuxième solution, c'est les publications. Alors, effectivement, ça peut paraître bizarre, mais quand on est sûr de son coup et qu'on a une avance de phase sur une solution technique et qu'elle est déjà bien avancée, une des solutions pour se protéger, c'est de publier. C'est-à-dire de faire une communication en disant « moi, je détiens une nouvelle solution, voilà le résumé de la solution. » Je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais ça va permettre de prendre date et de montrer que j'avais déjà une antériorité sur le marché puisque j'ai publié quelque chose qui relève du produit et de ce marché. Ensuite, il y a des… Alors, juste, Francis, je veux donner l'exemple, surtout si, je ne sais pas qui est l'audience qui nous écoute, mais quand vous êtes étudiant, etc., et que vous avez une idée, que vous n'avez pas les moyens de déposer un brevet, au lieu de le cacher, c'est d'en parler à tout le monde, de laisser des traces de partout. On a eu un cas d'un étudiant qui ne voulait pas investir, etc., qui voulait se protéger dans l'usage qu'il avait
de son innovation. Il aurait pu la vendre à une grosse marque. Et en fait, la nouvelle génération est plutôt dans je veux être libre, vive la liberté, vive mon droit d'exploitation. Et il n'a pas voulu s'embêter, même il n'a pas voulu vendre son innovation. Et en fait, il a publié partout. Donc, il a empêché d'autres de pouvoir s'approprier son innovation et de fait, de pouvoir ensuite l'exploiter complètement. OK. Et donc, associé à cela, évidemment, on peut citer aussi les communications professionnelles. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que toute communication que vous allez faire vers l'extérieur, vous devez essayer de tracer ces communications et, si possible, par NDA, voire par des enregistrements si nécessaire. N'hésitez pas à utiliser ces moyens-là de manière à finalement vous protéger sur les développements futurs. On peut avoir des partenaires qui deviennent plus tard malheureusement des ennemis ou des fournisseurs qui se dédient et ils gardent ces informations-là. Donc, il faut bien les tracer et bien être capable de montrer que ils étaient sous un protocole de non-divulgation et qu'en conclusion, ils n'avaient pas le droit de communiquer ces informations à des tiers. Un spectateur qui nous parlait de blockchain. Je ne sais pas si c'est courant d'utiliser la blockchain pour redater ces documents, Francis. Si, ben, ça peut être. Alors, on va en parler un peu plus loin d'ailleurs, parce que il y a une idée, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a même des gens qui pensent qu'on peut tokeniser les brevets, c'est-à-dire leur associer une signature blockchain de façon à pouvoir les vendre plus facilement. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on veut vendre un brevet, on vend un titre de propriété. Effectivement, un titre de propriété, c'est quoi? C'est une description papier et qui montre quel est le propriétaire initial et comment cette propriété s'est transmise. Parce qu'en plus, on trace dans le titre de propriété la transmission. Donc, on vient bien à la notion de blockchain. Finalement, exactement, votre habitation, elle obéit déjà à une loi de blockchain sans le savoir. Un titre de propriété, il y a toujours l'origine de la propriété sur le document. Donc, la digitalisation de cette solution qu'on appelle le blockchain, c'est ni plus ni moins qu'une facilité digitale d'un système qui existe depuis très longtemps. Et donc, effectivement, oui, on peut faire de la tokenisation de n'importe quel document de manière à pouvoir tracer et être sûr de la propriété de ce document. Donc, c'est pour ça que ne pas oublier également dans ces documents communiqués les mentions légales. Là aussi, ça fait partie de l'identification d'un document. Comment je peux garantir qu'il m'appartient? Comment je peux garantir que c'est moi qui l'ai écrit? Donc, on revient bien à ce que tu disais, c'est-à-dire, bah oui, on pourrait très bien certifier le document par blockchain. Vous connaissez tous les signatures en ligne maintenant, vous en avez peut-être déjà pratiqué. Les notaires pratiquent maintenant les signatures en ligne, ce qui pour eux a été une évolution extraordinaire. Il faut imaginer ce que ça représente chez eux, de faire signer un client à distance sur un acte authentique. Et maintenant, c'est quelque chose de tout à fait courant et de tout à fait pratiqué. Donc, on voit bien que la digitalisation, elle est partout et que les technologies qui sont utilisées, notamment par exemple dans la signature des actes authentiques par les notaires, relèvent de la même approche que le blockchain. C'est pas forcément tout à fait la même technologie, mais on est dans la même logique. Notamment, il faut savoir que la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, avec sa filiale Arkenao, a une espèce d'organisation extraordinaire pour mémoriser des documents, les certifier, les crypter et les rendre accessibles à tout moment d'une manière où on garantit que seul le propriétaire peut y avoir accès. Donc, on n'est pas loin du blockchain. Donc, effectivement, dans les nouvelles technologies, quels sont les enjeux qui sont liés au brevet? On parle justement, j'ai parlé de cette idée qui a été soumise là, qui était amusante de tokeniser et d'utiliser le blockchain ou les NFT pour caractériser la propriété d'un brevet. Ça remplacerait avantageusement la gestion des offices de brevets qui est extrêmement lourde, extrêmement pénible, et pourquoi pas.
Donc, il faut effectivement être conscient que l'évolution des NFT va s'attacher à s'appliquer sur des marchés dont on n'a pas idée aujourd'hui. Là, on n'a pas beaucoup parlé d'art, on a beaucoup parlé, mais en réalité, tout ce qui concerne finalement la propriété peut faire l'objet de solutions de tokenisation et de solutions NFT, puisque ça permettrait d'échanger notamment des propriétés, des actes de propriété d'une façon bien plus simple et bien plus authentique que ce qu'on fait aujourd'hui avec des simples photocopies ou des simples certifications à la main de documents conformes à l'identique et à l'authentique, comme je le vois souvent. Donc, un autre exemple, par exemple, de l'utilisation des nouvelles technologies et de ce qu'on peut en faire, j'ai aidé un créateur d'entreprise qui a eu une idée absolument géniale. Il avait un problème assez sympa, c'était comment on mesure la maturité d'un grain de blé pour savoir s'il est susceptible de pouvoir faire du pain ou susceptible de faire de la farine. Ça paraît un problème totalement anecdotique, mais aujourd'hui, pour être capable de faire ces analyses, et ça passait par des laboratoires, c'est très complexe et c'est très cher. Lui, il a une idée géniale, c'est d'utiliser le deep learning de façon à apprendre, à partir de simples photos, à comparer des échantillons de grains et pouvoir en déduire, à partir d'une base de données constituée de références, quelle était la qualité et je dirais finalement les indices qui montraient à partir des photos la maturité du grain pour le même résultat que le labo met 72 heures à faire et sur lequel il faut envoyer les échantillons, que ça coûte une fortune. Lui, il fait ça avec avec un smartphone et il fait ça en direct. Donc, vous voyez que comment on peut utiliser des nouvelles technologies dans des applications qui pourtant sont extrêmement éloignées des préoccupations apparentes. Donc voilà, j'ai terminé un peu mon exposé. Je serais très heureux de répondre à des questions. Dites-moi. Ok, merci beaucoup Francis et Marie-Michel pour votre intervention. On va prendre effectivement les questions, à savoir, comme Marie-Michel avait pu le préciser, qu'il y a encore plus d'infos sur iplive.eu si vous le souhaitez. Alors, je vais prendre tout d'abord la question de Marco, applicable à un produit existant de grande consommation qui permettrait de le vendre plus. Est-ce brevetable? Et ensuite, revendable aux différents industriels qui voudraient utiliser l'idée. Et il illustre sa question par un exemple, une forme d'éponge spécifique qui permettrait à l'industriel qui utilise le brevet de de gagner des parts de marché. Alors, c'est typiquement, on revient au début, c'est on pose le problème. Est-ce que le fait qu'il y ait une forme d'éponge spécifique était un problème technique et est-ce que ça résout un problème technique posé? Si par exemple c'est un problème technique de stockage tout simplement et que la forme d'éponge spécifique permet d'améliorer le stockage, on a bien répondu à un problème technique posé et donc c'est brevetable. Si on peut par ailleurs prouver que ce n'a jamais été réalisé ou utilisé. Donc voilà typiquement un cas où on pourrait penser que c'est difficile de breveter ce genre de choses, mais qu'à partir du moment où effectivement on a un problème posé qui est le stockage par exemple, et donc la diffusion et donc la commercialisation, et qu'on utilise une solution technique nouvelle, donc par exemple une forme spécifique pour augmenter la capacité de le diffuser, de le commercialiser et de baisser éventuellement le coût de commercialisation, on répond bien à un problème technique posé avec une solution technique qui peut donner lieu à une demande de brevet. Ok, très clair. Une autre question de Hotman qui demande est-ce qu'il est possible d'évoquer les US Provisional Utility Patents, délai de grâce 12 mois après pub, et l'éventuel équivalent en France ou dans l'Union européenne? Alors, je ne comprends pas bien la question, mais je vais essayer d'y répondre quand même.
dans la partie chat s'il y a des éléments qu'il faudrait préciser. Ce que je peux répondre en tout cas sur ce sujet, c'est que les 12 mois de protection sont valables aussi bien aux US qu'en France. C'est-à-dire que si on dépose aux US, on a 12 mois de protection. Si on dépose en France, on a 12 mois de protection. Donc, c'est la même chose, dans un sens comme dans l'autre. Donc, on peut très bien déposer aux US et ensuite déposer en extension en Europe, par exemple. Il n'y a aucun problème. Il faudrait arriver à avoir, par exemple, c'est comme pour Marco. Est-ce que ça répond à la question, Othman? Oui, j'allais dire effectivement, pardon. Mais évidemment, s'il y a besoin de préciser, Othman, n'hésite pas à intervenir dans l'espace commentaire. Sinon, on peut passer à une prochaine question. Combien coûte un dépôt de brevet européen? Premier dépôt avec recherche d'antériorité et puis aussi le coût annuel. C'est un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc il faut compter entre 5 et 10 K euros pour faire un premier dépôt, pour faire un dépôt européen. Et ensuite, le coût annuel varie suivant l'âge du brevet et ça peut aller de quelques dizaines d'euros jusqu'à 800, 900 euros annuels. Ok. Très bien. Alors, il y a Annie qui vous remercie pour votre exposé et qui demande ce que vous conseillez pour la valorisation d'un brevet. Alors, c'est une question que je n'ai pas abordée, c'est une très bonne question. Effectivement, une fois qu'on a un brevet, on a plusieurs voies pour le valoriser. La première voie, évidemment, c'est de développer un produit associé et de le commercialiser. On n'a pas toujours ces moyens-là. La deuxième voie pour valoriser son brevet, c'est d'essayer de vendre des licences d'utilisation de ce brevet. C'est-à-dire que si je suis convaincu qu'un industriel a besoin de ce brevet pour, comme le citait notre ami tout à l'heure, avoir une meilleure capacité de vendre ou avoir un meilleur produit ou moins cher et que ça va lui ouvrir des marchés potentiels, je peux aller voir cet industriel avec mon brevet, délivré évidemment, il faudra qu'il soit délivré, et lui proposer de prendre une licence, voire un partenariat, de manière à ce que je puisse l'aider même dans la phase de conception et dans la phase de réalisation de la solution. Donc, on voit que ça, c'est un autre moyen. Un autre moyen existe encore, c'est le fait de donner ce brevet dans ce qu'on appelle des patent pools. C'est des gens qui sont spécialisés et qui essayent de valoriser auprès d'industriels, la plupart du temps des gros industriels, ils essayent de valoriser des portefeuilles de brevets et donc ils peuvent ajouter ce brevet dans un pool, dans un ensemble qui vont aller proposer à différents constructeurs ou différents fabricants. Et donc, forcément, un contrat est réalisé entre le propriétaire du brevet et le patent pool. Une autre méthode encore, c'est de vendre son brevet. C'est-à-dire, j'ai un brevet, je détiens le droit, je détiens la propriété, donc je m'adresse à un certain nombre d'acheteurs potentiels et je leur dis, ce brevet est à vendre. Qui veut l'acheter? Donc, on met en concurrence finalement des acheteurs potentiels. Là aussi, ça peut passer par des professionnels qui ont l'habitude de faire ça et qui peuvent trouver le sujet intéressant. Il faut détenir évidemment un asset, c'est-à-dire détenir la valeur d'un brevet qui a de la valeur. Ok. Bon, ça, c'est très intéressant. Et je t'en prie, Valentin, si tu veux rebondir sur certains points. C'est très clair. Ensuite, la prochaine question de Marco, ce serait juste que les consommateurs préféreraient cette forme, pas de problème technique. Alors, je vais me rappeler ce à quoi ça fait référence. Alors là, c'est l'histoire de l'éponge. Oui. Ça, c'était pour l'éponge. Donc, je remercie Marco de sa réponse, mais effectivement, là, dans le cas présent, ça ne serait pas brevetable. Si c'est qu'une question d'esthétique, on se rapprochera plutôt du dépôt de modèle, et là, en essayant de protéger la contrefaçon. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une forme particulière,
et qui n'a jamais été déposé, je pourrais déposer ce modèle. Là, on est dans le droit des marques et des modèles, donc le droit des modèles, pas des brevets. Donc, question de Manuel. Est-ce que c'est possible de déposer une idée d'invention avec une bonne description sans un design technique d'un ingénieur? Alors, comme je le disais tout à l'heure, une invention, c'est d'abord une solution technique pour répondre à un problème posé. Et il doit y avoir une description minimum d'une réalisation. Et donc, cette réalisation, elle peut être décrite sans forcément rentrer dans des détails qui sont, je dirais, du style technique ingénieur. Les descriptions de réalisation, c'est souvent la mise en place d'une chaîne de moyens qui sont décrits simplement. On n'est pas obligé de décrire, je dirais, le boulon de 12 qui va avec le socle de l'ordinateur. Par contre, on dira qu'on utilise un ordinateur. Et tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est qu'un ordinateur, donc on dira comme moyen, on utilise un ordinateur. Donc il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des ordinateurs pour dire qu'on utilise un ordinateur. Donc je ne sais pas si je réponds exactement à la question de Manuel, mais je pense qu'on peut décrire une invention sans être forcément obligé de descendre dans le détail très technique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des inventions où on a besoin de rentrer dans des détails extrêmement techniques. Si vous essayez de déposer un brevet sur une modulation de fréquence et sur la manière de traiter cette modulation de fréquence en traitement du signal, on va rentrer dans des choses extrêmement techniques. Ok, merci beaucoup. Valentin, il te reste une dernière à poser ou tu les deux? Non, en fait, la deuxième, c'était une personne qui disait merci. Ok, bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres participants ont quelques questions encore. Profitez pendant qu'on a nos deux experts sous la main. Moi, je voudrais déjà vous remercier tous les deux parce que vous avez la gestion du timer. Il est 20h30 à la seconde. Parfait. Moi, je vous dis bravo. Il faut dire merci à Francis qui a géré tout ça. Nous, on a laissé couler. C'est tout à fait ça. C'est du collaboratif. En tout cas, n'hésitez pas à dire effectivement pour ceux qui ont assisté à cette conférence qu'ils peuvent évidemment nous interroger off record, je veux dire, sur toutes leurs problématiques liées à leurs idées d'innovation pour avoir déjà une première approche. Est-ce que c'est qualifiable en invention ou pas qualifiable, un peu comme on l'a fait en direct. Et il vaut mieux effectivement faire ça off record pour des questions que j'ai évoquées de discrétion et de secret. Tout à fait, mais je pense qu'ils sauront vous retrouver sur les réseaux tels que LinkedIn ou autres. En tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois, Marie-Michel et Francis, pour votre pertinence et votre disponibilité. Merci à tous ceux qui ont participé également à l'événement. Vous pourrez retrouver le replay pour ceux qui n'auraient pas pris suffisamment de notes sur la vidéothèque de Neom Alumni si vous êtes bien adhérent. N'hésitez pas à rejoindre le club également sur Neom Alumni. Ça prend quelques instants, vous l'êtes sans doute déjà, mais ça vous permettra de suivre tous les autres événements qui sont de près ou de loin dans la thématique de l'entrepreneuriat. Merci à tous et puis je pense qu'on va pouvoir couper. Je t'interromps comme d'habitude. Il y a une question qui vient d'arriver et juste pour vous dire qu'on a, on a un site sur lequel vous pouvez, iplive.eu, sur lequel vous pouvez envoyer une demande de contact. Ce qu'on fait en général, c'est on fait une, Thomas, tu fais super bien la promo, j'adore Bonhomme, je ne sais pas qui est Bonhomme, mais dans lequel effectivement on peut avoir une discussion très rapide sur lequel pour vous dire si ça vaut la peine ou pas de dépenser de l'argent pour rien en fait. Donc ça n'engage à rien, mais ça vous permet de savoir. Voilà. Et là, il y a une dernière question, les cas de recours lorsqu'un produit est copié. On va avoir tendance à dire, tout dépend de à qui vous faites face. Nous, ça nous c'est arrivé d'essayer de revendiquer face à un gros. Et quand le gros ne répond pas, dans ce cas-là, on est assez embêté parce que si vous n'avez pas les reins assez solides pour attaquer,
en fait, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas, Francis? Exactement. Il faut savoir que voilà, ça peut être le pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire que vous pouvez vous présenter en étant certain de votre bon droit, mais si vous n'avez pas les moyens d'aller jusqu'au bout, ça peut être très compliqué. Alors, une idée, simplement, quand un grand comme Microsoft ou comme Apple s'attaque à quelqu'un et aux États-Unis et demande la saisie de tous les ordinateurs pour examiner si effectivement il y a des données qui ont été contrefaites pendant le développement d'un produit, ça vous donne une idée des moyens qui sont susceptibles de mettre en œuvre avec leurs moyens financiers et leurs avocats pour obtenir l'examen par les juges de tout ce que vous avez fait et la démonstration éventuelle que vous êtes contrefacteur. Mais inversement, il y a des cas où on peut être sûr de son fait et avec des moyens relativement faibles, pouvoir obtenir gain de cause, notamment en Europe. Et l'entrepreneuriat, c'est génial. N'hésitez pas à vous protéger, à déposer vos idées. Ça montre le sérieux et ça montre que vous avez des superbes idées qui peuvent avancer. Merci à tous. Sur ces mots de la fin, on va vous dire merci. Merci à nos deux super intervenants. Vous pouvez retrouver sur iplife.eu. Merci à Neoma Alumni, merci au Club Entrepreneur et à Marion qui est derrière gérer la technique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous les trois.